Bonsoir et bienvenue dans ce 23h dans l'actualité de ce lundi 13 novembre 2017. Un émissaire du président guinéen Alpha Condé reçu par le président de la République Alassane Ouattara. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. En prélude au prochain sommet Union européenne-Union africaine prévu ici à Abidjan, le vice-président de la République poursuit ses visites sur les sites d'accueil. Daniel Cablon-Duncan s'est rendu aujourd'hui à l'aéroport de Yamoussoukro. La restauration et la préservation des forêts étaient au cœur d'un séminaire gouvernemental. Il s'est tenu ce lundi dans la salle des pas perdus du palais présidentiel. Merci de suivre cette édition. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu ce lundi un émissaire du président guinéen Alpha Condé. La Guinée veut accentuer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Ce pays souhaite notamment bénéficier de l'expertise technique du BNET, Bureau national d'études techniques et de développement. Jérôme Kofi Aboulin. Miser sur la coopération sud-sud pour conduire l'Afrique au développement socio-économique, telle est l'ambition du président guinéen Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine. Comme pour donner l'exemple, le chef de l'État guinéen a dépêché ce lundi Kassori Fofana, son conseiller chargé des investissements privés auprès de son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Il s'agit de solliciter l'appui technique d'une fierté ivoirienne, à savoir le BNET, Bureau national d'études techniques et de développement. Vous avez un organisme qui a fait ses preuves en termes d'ingénierie, en termes de maîtrise d'œuvre des projets publics, c'est le BNET. Le président Alpha Condé a engagé le pays, la Guinée, dans un programme ambitieux de développement économique dont la réussite dépend de nos capacités internes de maîtrise. Et le président Alpha Condé demande à son frère et ami d'ouvrir la collaboration entre le BNET et son correspondant en Guinée, la CGP, pour nous permettre d'aller vite en termes de croissance. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est le géant économique de la région ouest-africaine, notamment l'Afrique francophone. La Guinée, c'est le géant en termes de potentiel économique. La liaison de nos forces pourrait aider à accélérer la croissance économique de nos deux pays et pourrait rejaillir en termes de paix et de croissance sur le reste de la région et de l'Afrique. Créé en 1978, le Bureau national d'études techniques et de développement est l'organe chargé d'accompagner le gouvernement à travers des travaux d'études, de conception, de conseil et de contrôle dans la mise en œuvre des grands projets de développement. Une expertise avérée puisque le BNET est aujourd'hui implanté dans 4 pays du continent, à savoir le Bénin, la Guinée équatoriale, le Gabon et le Congo-Brazzaville. Dans le cadre du sommet Union européenne-Union africaine prévu ici à Abidjan, le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan, poursuit ses visites sur les sites d'accueil. Il a visité aujourd'hui l'aéroport de Yamoussoukro pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Awatouri. La Côte d'Ivoire veut faire du sommet Union africaine-Union européenne une réussite totale. Les aéroports concernés par cet événement doivent ainsi répondre aux normes de qualité requises. Après l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le vice-président Daniel Cablon-Duncan était à Yamoussoukro pour évaluer la fin des travaux de l'aéroport de la capitale politique. Un aéroport créé en 1974 et mis en service en 1976 avec une piste d'atterrissage longue de 3000 mètres. C'est à bord d'un bus que le vice-président a visité la piste d'atterrissage qui a été renforcée sur 2500 mètres. Au seuil 23, Daniel Cablon-Duncan s'est vu expliquer l'ensemble des travaux réalisés sous la supervision du BNET. Ensuite, direction le seuil 05, où se trouve le parking en béton hydraulique prévu pour accueillir les avions gros porteurs et le parking en béton bitumineux qui peut recevoir les avions de petite taille.
La visite s'est poursuivie à la caserne des sapeurs-pompiers militaires, entièrement rénovée, et à la tour de contrôle, alimentée par un bloc technique réhabilité en profondeur. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, au terme de cette inspection, s'est félicité de la qualité des travaux réalisés. Ce qui était important à voir, c'est le nombre d'avions qui peuvent stationner ici. Dans la formule la plus large, si tout est petit avion, entre guillemets, genre Falcom, genre Grumman, on peut aller jusqu'à 17. Bon, la configuration la moins favorable, si je puis dire, si on a 2 gros porteurs, des moyens porteurs, des petits porteurs, on peut aller jusqu'à 10. Donc c'est entre 10 et 17. Donc là, de toute façon, nous allons travailler dessus avec l'ensemble des membres du gouvernement, et notamment avec le ministre des Transports, et en fonction donc des types d'appareils qui vont venir, et voir un peu la répartition. Et je voulais vraiment féliciter l'ensemble des différents corps qui ont travaillé ici, parce que les choses ont été faites dans des délais relativement courts, et je pense que la qualité du travail est bonne. Donc Yamoussoukro se présente bien, surtout que les éléments techniques qui ont été indiqués ici permettent l'atterrissage de jour comme de nuit. Après plus de 2 heures de visite à l'aéroport de Yamoussoukro, le vice-président de la République est parti rassuré. Les travaux devraient s'achever dans les jours à venir après le marquage de la piste d'atterrissage. Daniel Kablan-Duncan est rentré à Abidjan comme il est arrivé par la route. Occasion pour lui de tester la qualité de la route Abidjan-Yamoussoukro. Cérémonie hommage au président de la République dans le Moronou. Les populations se sont retrouvées pour dire merci au chef de l'État pour ses actions de développement. C'était en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Franck Wadiou. Le Moronou mobilisé pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, représenté à ce rassemblement du peuple morofoué par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Ce sont les forces vives, les femmes, les hommes, les autorités coutumières et politiques de la région et celles des régions sœurs du Sud Comoé, de l'Indéné Diablé et de bien d'autres qui ont salué avec allégresse l'envoyé du chef de l'État, et ce par la voix de leur porte-parole Théophile Awa Ndoli, cheville ouvrière de cette mobilisation. Nous sommes ici plus particulièrement pour remercier le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour toutes les actions qu'il n'a cessé de poser pour le Moronou depuis son accession à la magistrature suprême. Je me contenterai d'en rappeler que quelques-uns. Au nom de ces actions posées par le président de la République en faveur du Moronou, je cite, pour m'en féliciter, le décret du 4 juillet 2012 par lequel son Excellence Alassane Ouattara a érigé le Moronou en région. Le Moronou reconnaissant au président de la République, et ce à plusieurs titres, la nomination de plusieurs cadres dans les hautes instances de l'armée et institutions telles l'inspectorat général d'État. En bonne place, la livraison proche de l'axe Akupé à Bongwa, Kotobi, Bongwanou, long de 58 km et qui aura mobilisé plus de 27 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, grâce au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ces choses faites ou presque faites, parce que les travaux lancés en juillet 2016 s'achèveront, je pense, en juillet 2018. Cette voie ouvre de nouvelles perspectives pour le renouveau du Moronou, qui ne sera plus qu'à seulement 2h30 maximum d'Abidjan. L'existant, mais aussi des projections pour un nouveau départ de la région. La première convention d'exploitation d'un gisement de bauxite à Bongwanou. La signature du contrat entre le gouvernement ivoirien et la société Lagune Exploitation Bongwanou, en abrégé LEB, intervenue le 3 novembre 2017, permettra l'exploitation du gisement de bauxite de Bénéné en 3 phases sur une période de 7 ans. Ce projet, qui nécessitera un investissement global de 220 milliards de francs CFA, concerne des réserves immédiatement exploitables dans une première phase évaluée à 18 millions de tonnes de minerais de bauxite brut, avec une durée de vie de 20 ans au moins.
La première phase des travaux débutera le mois prochain et permettra la création de 243 emplois directs et plus de 1000 emplois indirects. Population, élus, cadres et leaders communautaires ont à célébrer ces actions du chef de l'État. Il y a eu l'électrification dans certains villages, la réhabilitation de beaucoup de pompes villageoises. Il faut être reconnaissant, il faut dire merci. Voici le sens de la cérémonie d'aujourd'hui. Des réjouissances qui se sont poursuivies jusque tard dans la nuit par un spectacle musical de plusieurs artistes du Sérail. Comment restaurer et préserver les forêts en Côte d'Ivoire? La question a été abordée au cours d'un séminaire gouvernemental. Il s'est tenu ce lundi dans la salle des pas perdus du palais présidentiel. Alexis Ouedraogo. Un séminaire gouvernemental dédié à la forêt. Ce lundi, sur invitation du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ils étaient tous là, membres du gouvernement, partenaires techniques et financiers, mais aussi société civile et industrie du bois. De 16 millions d'hectares en 1900, la forêt ivoirienne est passée à ce jour à 3,4 millions d'hectares. Plus de 12 millions de forêts perdues sur ces 115 dernières années. Une situation plus qu'alarmante. Le gouvernement ayant pris la pleine mesure de ce contexte extrêmement délicat pour la Côte d'Ivoire, s'est engagé à élaborer une nouvelle stratégie pour la préservation et la réhabilitation des forêts. Dans ce cadre, le gouvernement a proposé une déclaration de politique de préservation et de réhabilitation des forêts en Côte d'Ivoire. En vue de prendre en compte vos contributions, j'ai décidé d'organiser ce séminaire gouvernemental dans l'optique d'avoir des échanges ouverts avec les acteurs du secteur de la forêt que vous êtes sur les orientations qui favoriseront une gestion durable de nos forêts. Indexer plusieurs fléaux, en premier l'orpaillage illicite pratiqué par des paysans devenus chercheurs d'or, la croissance démographique, la déforestation massive liée à la mise en culture des terres, mais aussi l'inefficacité de la répression sur le terrain. Et si le secteur privé, la société civile et les partenaires au développement sont associés à la réflexion, c'est que les nouvelles mesures en préparation imposent à chacun d'eux des rôles clés. Nous avons entendu leurs recommandations, répondu à leurs préoccupations et à leurs questions. Et au terme donc de ce séminaire, le gouvernement pourra donc discuter de ce qui a été fait comme apport. J'aurai à présenter donc une nouvelle mouture au gouvernement qui donc l'entérinera avant que cela passe en Conseil des ministres pour que le président de la République puisse en fin de compte donc déclarer cette nouvelle politique. Ce séminaire est le point de départ d'une série de travaux pour la préservation et la réhabilitation des forêts. Alors que s'ouvre la COP23 en Allemagne, il vient marquer la volonté du gouvernement à s'engager contre les changements climatiques. Direction Bonn en Allemagne où se tient la 23e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Le ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable Anne-Désirée Ouloto conduit la délégation ivoirienne à la COP23. Sa mission, réaffirmer l'engagement du pays à œuvrer à la lutte contre le réchauffement climatique. Arrivée hier dans la métropole allemande, Anne-Désirée Ouloto a aussitôt eu des séances de travail avec des institutions de haut niveau telles que le Fonds vert pour le climat pour un projet relatif à l'agriculture zéro déforestation. Ici, à Abidjan, l'Hôtel Ivoire a abrité la 3e édition de la Journée nationale du partenariat État-secteur privé. Les deux parties s'engagent à consolider les acquis de leur collaboration. Et pour cette 3e édition, le secteur informel était à l'honneur. Michel Digri. Faciliter la transition du secteur informel vers le secteur formel, ainsi se traduit le défi à relever pour rendre l'économie ivoirienne plus compétitive. C'est tout l'enjeu de cette 3e édition de la Journée nationale du partenariat consacrée au secteur informel. Ce thème sous-tend la nécessité de mutualiser les efforts de l'État et du secteur privé en vue de juguler le développement du secteur informel et d'en assurer un meilleur encadrement pour la transition vers le formel nécessaire à l'éclosion d'une économie
plus performante. Une économie ivoirienne plus performante, c'est ce à quoi s'attellent le gouvernement et le secteur privé depuis la création en 2013 d'un cadre de concertation entre les deux parties. Un partenariat qui fait bouger les lignes de la croissance sous l'impulsion du Premier ministre. L'une de vos premières actions après votre nomination a été de rencontrer en février le secteur privé. Lors de cette rencontre, vous avez réaffirmé l'engagement de l'État à poursuivre les réformes engagées pour l'atteinte des objectifs du PND 2016-2020. Nous avions également souhaité que nos préoccupations soient prises en main avec promptitude et traitées avec la célérité qui convient aux questions économiques. Vous vous y êtes engagé. Le gouvernement ivoirien entend faire encore plus pour la redynamisation du secteur privé. Ce partenariat exemplaire a conduit à des réformes tangibles qui permettent de maintenir un environnement propice aux affaires et à l'amélioration de la compétitivité des entreprises. En dépit de tous ces acquis, le gouvernement est conscient que l'accès au financement demeure l'une des préoccupations majeures du secteur privé et des PME en particulier. C'est pourquoi le gouvernement a entrepris la réforme en profondeur du secteur financier. D'importantes mesures ont déjà été mises en œuvre, notamment l'instauration des bureaux de crédit, la baisse du taux d'usure de 18% à 15%, l'adoption de la loi sur le crédit bail, adossée à des mesures fiscales incitatives initiées dans les annexes fiscales 2016 et 2017. Je me félicite à cet effet de la hausse significative du crédit à l'économie, passant de 2 308 milliards de francs CFA en 2012 à 4 467 milliards de francs CFA en 2015, soit près d'un doublement donc à 3 ans. Ce forum est également une tribune de distinction des personnalités et institutions qui contribuent à la vitalité du dialogue entre le secteur privé et le gouvernement. Autre chose à présent, les billets de 1000 et 2000 francs CFA sont de retour au péage au lendemain de la levée de la mesure qui exigeait à tous les usagers du troisième pont la monnaie exacte. Notre reporter s'est rendu sur le pont Henri-Konan Bédié pour constater le retour à la normale. Eh bien, ces choses faites, les billets de 1000 francs CFA et 2000 francs CFA sont désormais acceptés. Cheikh Koni. Ce matin, Fabrice Zokou, à bord de son véhicule, se présente au guichet du troisième pont, Henri-Konan Bédié, avec en main un billet de 2000 francs CFA. Le guichetier lui remet la monnaie, soit 1500 francs CFA. À l'instar de Fabrice, plusieurs usagers du pont à péage ont pu faire le constat de la levée de la récente mesure qui les obligeait à préparer la monnaie exacte. Avant-hier, que j'ai su que, comment on appelle ça, qu'on devait venir la monnaie. Mais ce matin, j'ai donné un billet de 2000, on m'a donné la monnaie. Donc ça me surprend que je donne un billet de 2000 et qu'on me donne la monnaie. Donc ça veut dire que vraiment la mesure était élevée. Je n'ai pas encore fait le constat parce que moi-même là, je vais la monnaie, je vais déjà faire la monnaie. Ce matin, quand je suis passé, j'ai trouvé ça fluide, mais moi j'utilise la carte. Et puis on s'inquiète de la carte, c'est encore plus intéressant. Venu très tôt pour constater l'effectivité de la levée de la mesure, les associations des consommateurs se disent satisfaites du dénouement heureux de cette affaire. Ce lundi, nous nous sommes présentés effectivement grâce à l'intervention du gouvernement, le Premier ministre, le ministre des Infrastructures et le ministre de l'Économie. Et ce matin, tous les automobilistes qui se sont présentés avec les billets qu'ils ont, ces billets ont été acceptés. Et pour cela, nous tenons à remercier le gouvernement et remercier la population pour leur mobilisation exceptionnelle, pour leur dire seule la solidarité paye. La société concessionnaire du pont Riviera-Marcory, Socoprim, a dépêché aux différents guichets du péage son directeur d'exploitation adjoint pour rassurer les usagers. Nous voulons annoncer aux utilisateurs du pont HKB que la situation est rétablie depuis 6 heures ce matin. Nous rendons effectivement la monnaie. Nous voulons les remercier pour leur patience et pour leur compréhension. Nous voulons rappeler que nous avons connu depuis quelques jours une pénurie de monnaie. Cette situation, nous l'avons tous subie. Nous tenons à préciser que cela n'est pas dû à l'incapacité de la Banque centrale, mais plutôt un problème de communication et une procédure défaillante. Pour rappel, c'est le 9 novembre dernier que la société concessionnaire du troisième pont Henri-Konan Bédié a pris la décision d'exiger la monnaie exacte aux usagers qui empruntent ce pont.
Cette décision est la deuxième du genre, après celle relative à l'interdiction des billets de 5 000 et 10 000 francs CFA, rentrée en vigueur depuis 2015 et maintenue jusqu'à ce jour. Le Trésor public envisage d'améliorer la qualité de ses prestations et se positionner comme une administration de référence. Pour atteindre cet objectif, la Direction générale mise sur le civisme des agents. Un salut aux couleurs a donc été organisé ce matin dans les locaux du Trésor. C'était en présence du ministre de l'Économie et des Finances, Adama Kone. Je vous donne lecture de ce communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés, le mercredi 15 novembre 2017, Journée nationale de la paix, est déclarée jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. L'ARA, Association des raffineurs africains, organise depuis le jeudi 9 novembre à Abidjan un forum sur le stockage et la distribution des produits pétroliers sur le continent. Le sujet est d'actualité car en Afrique, le transport des produits pétroliers se fait par la route. Objectif, fixer une feuille de route pour une chaîne d'approvisionnement sûre et efficace des produits pétroliers en Afrique. Jean-Jacques Kwami. Ce forum sur le stockage et la distribution des produits pétroliers veut établir des normes de sûreté pour les stations-service, améliorer la sûreté et la sécurité en matière de stockage des produits pétroliers et surtout promouvoir une plus grande utilisation du transport ferroviaire et des pipelines en Afrique. Sur cette question, le continent africain est à la traîne. On ne peut pas avoir des routes où il n'y a que des camions-citernes. Il y a d'autres marchandises à transporter. Donc effectivement, il faut maintenant s'orienter en termes de transport massif vers les rails et vers le pipe. Et c'est ce qu'on fait. Et nous, au niveau de l'ARA, on souhaite, comment dirais-je, sensibiliser la plupart de nos membres pour que dans leur pays, ils fassent la promotion de ce type de transport par pipeline et par rail. Ouvrant les travaux du forum, le ministre Thierry Tano a invité les raffineurs et distributeurs à une action concertée. L'importance est de fournir des produits pétroliers en quantité et en qualité à un prix bon marché. C'est déjà pas facile de faire quelque chose à l'intérieur d'un pays, mais là, quand on parle d'une région, ça devient plus complexe. Or, dans ce secteur précisément, les solutions ne peuvent être que régionales ou sous-régionales. Donc il faut sommer les États n'ont pas d'autre choix que de subvenir aux besoins quotidiens de leur économie et des peuples en matière de fourniture justement de produits pétroliers. Et pour ce faire, ils doivent en assurer l'approvisionnement au quotidien. La question du carburant propre était également au centre de cette plateforme. L'ARA, l'Association des distributeurs et raffineurs africains, a réaffirmé son engagement envers sa politique pour des carburants propres en Afrique d'ici 2020. Après le pétrole, on s'intéresse au coton. La campagne 2017-2018 de la filière coton est lancée depuis. Cette campagne est marquée par la mise en œuvre du zoning, l'un des axes stratégiques de la réforme de la filière coton anacarde. Le prix Borchamp pour cette campagne est fixé à 265 francs CFA pour le coton graine de premier choix et 245 francs CFA pour le deuxième choix. Que recouvre le zoning pour la chaîne des valeurs de la filière coton? Des réponses avec Noël Niagnou. Le coton et la Côte d'Ivoire, un nouveau challenge à l'horizon. La mise en œuvre du zoning, l'un des axes stratégiques de la réforme de la filière. Mais au fait, en quoi consiste le zoning? Que gagne la chaîne des valeurs de la filière? Autrement dit, que gagne le producteur, l'égraineur ou la société cotonnière? Elle consiste donc à attribuer une zone exclusive d'activité à chaque société cotonnière. Chaque société cotonnière qui a une société d'égrainage a un espace. La plus petite unité de cet espace, c'est la sous-préfecture. Quand vous avez votre unité à Ouangolo et que vous allez chercher le coton à Vavois, ça a un coût. Et donc il s'agit pour nous de rationaliser ces coûts parce qu'in fine, c'est le producteur qui supporte l'ensemble des frais d'approche de la filière.
Et donc, en réduisant les espaces affectés à chaque société cotonnière, affectés à chaque unité, les sociétés cotonnières vont gagner en compétitivité et cela va se répercuter donc sur le revenu terminal de producteurs. À compter de la présente campagne 2017-2018, le zoning entre dans sa phase d'application effective sur le terrain, conformément aux dispositions de la réforme de la filière coton anacarde, réforme survenue en 2013. Pour cette campagne, en 1 du zoning, le prix Borchamp du coton graine premier choix est fixé à 265 francs CFA, le second à 245 francs. Une reconduction des prix de la campagne 2016-2017. Notons que pour la campagne 2016-2017, le volume de coton produit est de 328 000 tonnes contre 310 000 tonnes la campagne précédente, soit une progression de 5,5%. Et le gain des producteurs est passé de 77 milliards à 88 milliards de francs CFA, soit un gain de 11 milliards de francs CFA. Dans le domaine des TIC, l'espace au village de Marcory, zone 4, se présente comme un incubateur d'entreprises. Créé en 2014 par des jeunes Ivoiriens, ce centre s'est donné pour mission le développement de start-up à partir du numérique. Bruno Nabagné-Kouné s'est intéressé aux activités de Haut Village. Le ministre y a effectué récemment une visite. Serge Koléa. Un espace d'intelligence collective et d'innovation sociale ou encore un incubateur de start-up. C'est ainsi que ses responsables le définissent. Au village, développe à partir du numérique des applications ou aide ses membres à utiliser des logiciels libres de droit. L'expérience au village a fait écho auprès du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. Bruno Nabagné-Kouné s'est déplacé en personne dans la commune de Marcory en zone 4 pour visiter le 6 mètres carrés qui fait office de siège. Ils n'ont pas attendu l'État. Ils y sont allés par eux-mêmes avec leurs propres moyens, ce que l'État salue. Et pour nous, c'est une raison supplémentaire de les aider. L'idée étant justement de leur apporter une partie de ce qui manque aujourd'hui. Dans un premier temps, Haut Village va bénéficier d'un appui technique, du matériel informatique et une connexion plus rapide. 2 millions de francs CFA ont été également dégagés par le ministre pour aider au fonctionnement. Le fait d'avoir notre ministre de tutelle ici est vraiment un signe fort et un signe de reconnaissance, surtout pour tout le travail que nous abattons depuis des années. Donc pour nous, c'est encore redoubler d'efforts et je pense que c'est maintenant que le travail commence. On va y arriver parce qu'avec la communauté, nous sommes plus forts. Cet espace d'intelligence reçoit des surdoués comme ce gamin qui déjà à 10 ans crée des jeux électroniques. À l'étranger, près de 700 000 personnes ont voté ce lundi pour la présidentielle au Somaliland. Deux grandes priorités pour ces électeurs, la reconnaissance internationale et l'emploi aussi. Le Somaliland, un territoire situé dans le nord de la Somalie, a autoproclamé son indépendance en 1991 et met en avant sa stabilité. Un peu plus loin, le bilan du séisme de magnitude 7,3 qui a touché dimanche soir le nord-est de l'Irak et des régions frontalières en Iran et en Turquie ne cesse de s'alourdir. Au moins 421 personnes ont été tuées et plus de 7000 blessés, selon un nouveau décompte donné ce lundi. L'essentiel des victimes était dénombré en Iran. C'est le séisme le plus meurtrier depuis le début de l'année 2017, mais pas le plus puissant, qui reste celui du 8 septembre au Mexique d'une magnitude 8,2. Retour en Côte d'Ivoire, le ministre ivoirien des Transports a visité au nom du président Alassane Ouattara une exposition d'œuvres d'art à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington. L'exposition est organisée par la fondation Fatou Sylla. Elle porte sur environ 1000 objets d'art dans l'enceinte de l'ambassade ivoirienne aux USA. Pour la fondation Fatou Sylla, il s'agit de faire la promotion de l'art et la culture de la Côte d'Ivoire dans le cadre des activités de la francophonie aux USA. Jérôme Kofi Aboulin. Fondation Fatou Sylla, du nom de cette dame ivoirienne très battante, bien connue dans l'industrie de transformation des papiers. Si cette fondation d'exposition des œuvres d'art constitue une autre corde à son arc, force est de constater que Fatou Sylla tient surtout à faire partie des promoteurs de l'art et de la culture en Côte d'Ivoire et au-delà des pays de la CEDEAO. Je voudrais donner un plus
à nos artistes. Parce que nos hauts cadres ne s'intéressaient pas beaucoup aux objets d'art. Je suis venu ici aux États-Unis parce que c'est le pays de l'art, où l'homme respecte l'art. Nos frères ivoiriens, quand ils viennent ici, ils apprécient mieux parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui est éclatant. L'exposition logée à l'ambassade de la Côte d'Ivoire aux États-Unis a été visitée par le ministre ivoirien des Transports, alors membre de la délégation ivoirienne conduite par le président de la République, Alassane Ouattara, à la faveur de la cérémonie de signature de l'accord du don à la Côte d'Ivoire par le Millennium Challenge Corporation à Washington. C'est donc au nom du chef de l'État ivoirien qu'il a procédé à la visite de cette exposition de la Fondation Fatou Sylla. Le MCC vient donc tracer de nouveaux sillons donc dans la coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. C'est un boulevard qui s'ouvre désormais et aucun secteur ne doit être en marge, notamment donc, le secteur de la culture. Donc nous allons en tout cas voir avec nos collègues de la culture, du tourisme et puis de l'artisanat, voir qu'est-ce qui peut être fait donc, de cette fondation donc, ici. Mais à notre avis, il faudra la maintenir, qu'elle soit renouvelée. Depuis septembre 2014, cette exposition se fait de façon permanente en vue de la découverte de ces œuvres d'art au nombre d'environ 1000 dans l'enceinte de l'ambassade ivoirienne à Washington, D.C. Elle est toujours inscrite et c'est une particularité aux activités de la francophonie aux États-Unis. Vous l'avez compris, l'exposition d'œuvres d'art se déroule à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée. Au revoir.